Bien, bonjour à tous. Merci donc de participer à ce webinaire. Comment soutenir le parcours des aidants avec donc des regards croisés entre l'Union France Alzheimer et maladies apparentées et APF France Handicap. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Cécile Algout-Bresson. Vous êtes bénévole, secrétaire de France Alzheimer Gare. Anne-Laurie Mourier, vous êtes psychologue. Vous travaillez également auprès des équipes de France Alzheimer Gare. Également le grand plaisir d'accueillir Magali Nègre. Vous êtes performatrice à l'APF France Handicap et Jacqueline Bonis, donc vous êtes bénévole à l'APF France Handicap et toutes les quatre. Donc vous allez partager avec nous donc votre expérience et vos conseils. Donc peut-être Cécile et Anne-Laurie pour commencer une présentation de la formation des aidants organisée par France Alzheimer, qui est vraiment l'une des actions phares. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Comment est-ce qu'elle est organisée? Et je vous propose peut-être d'intervenir en binôme, puisque cette formation est elle-même organisée en binôme. Oui, alors Cécile? effectivement, donc cette formation est organisée en binôme. Bah, c'est très important parce que on a chacun un regard différent sur l'accompagnement. Donc le bénévole a plus une vue de par sa propre expérience qu'il a traversée lui-même ou qu'il a pu voir au travers de tous les accompagnements, de toutes les formations qu'il a menées. Et le psychologue, généralement, a une vue plus thérapeutique de la question et permet d'apaiser aussi certaines anxiétés, certaines difficultés que la personne pourrait rencontrer lors de thématiques abordées. Donc, la formation se déroule généralement sur 7 modules. Nous, dans le Gard, on en fait essentiellement, on aborde essentiellement les 5 premiers. Et les 2 derniers, c'est en fonction du besoin, puisque les 2 derniers, ça correspond en fait à l'entrée en institution et la vie en institution. Donc, soit c'est vu dans cette formation-là, si c'est vraiment important, ou alors on peut le voir aussi lors des réunions de suivi au bout de quelques mois suivant la formation. Donc, les grosses thématiques, c'est quelle est la symptomatologie des maladies, pas que de la maladie d'Alzheimer, mais maladies apparentées aussi. Quelles sont les symptomatologies et surtout, pourquoi elles apparaissent? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui va permettre de comprendre tel ou tel comportement, telle ou telle difficulté que la personne malade rencontre? Ça va être le point d'orgue en fait de tout le reste de la formation et de tout l'accompagnement que l'on peut rencontrer, puisque très vite on comprend que si on perçoit les difficultés, instinctivement, des premiers éléments de modification du comportement ou de la communication vont se mettre en place. Le deuxième module, qui est comprendre et communiquer avec la personne, vont continuer à approfondir ce changement de positionnement avec la personne malade. Et après, l'accompagner au quotidien, c'est le troisième module. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les dents s'épuisent moins? Donc, cette notion d'épuisement des dents qui est très, très important. Qu'est-ce qu'on peut euh, faciliter pour les dents et la personne malade? Et puis, au travers de ça, on va voir aussi toutes les aides qui peuvent être apportées pour pouvoir mettre en place ces choses-là, que ce soit au niveau juridique, financier, humain. Et puis surtout, cette notion de répit que l'on va apercevoir aussi dans le 5e module, qui est être l'aidant familial, qu'est-ce que c'est et quelle est la nécessité. Alors, moi, j'aime bien l'image du trousseau de clés qu'on va essayer de donner lors de cette formation des aidants. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner des clés qui vont pas forcément marcher systématiquement, qui vont dépendre de la situation, de l'accompagnement et de chaque personne. Mais on essaye de donner un trousseau de clés qui va permettre de débloquer certaines situations dans tel ou tel concept, dans telle ou telle difficulté du quotidien ou de l'accompagnement. Et puis, ça peut s'enrichir après par d'autres actions. Très Voilà. bien. Anne-Laurie, peut-être votre regard Oui, aussi sur l'importance du binôme, mais aussi ce que cette formation apporte au couple aidant-aidé, comme nous l'appelons. oui.
Oui, alors le fait d'intervenir en binôme, comme le disait Cécile, c'est vrai qu'il y a quand même deux regards. Le regard de terrain, d'expérience de la personne qui a vécu ce que les personnes actuellement vivent. Donc elles se sentent moins seules, elles se sentent reconnues à travers le regard et le discours des autres aidants et du bénévole. Le regard théorique effectivement de la psychologue qui va apporter effectivement certaines connaissances supplémentaires et puis qui va essayer d'articuler, de faire en sorte que le groupe soit un groupe dynamique pour il puisse y avoir des échanges, des interactions. Moi, j'ai l'habitude de dire en début de formation que nous ne sommes absolument pas les professeurs et les aidants les élèves, bien au contraire, qu'on apprend autant qu'eux, on s'enrichit autant de leur expérience, de leur regard et de parfois leurs angoisses, leurs inquiétudes. Et on est là pour voilà, essayer de tenter que ça se passe au mieux au fil de ces 14 heures de formation. Généralement, les aidants viennent au premier abord pour avoir une prise de connaissance plus importante, effectivement. On sait que ce sont des pathologies qui sont extrêmement complexes. Pour un même diagnostic, on sait bien que les manifestations de la pathologie vont être différentes d'une personne à l'autre. Donc déjà, la première des choses, c'est vraiment leur donner la connaissance de cette pathologie pour pouvoir accompagner au mieux leur aidant aussi au quotidien par la suite. Et effectivement, comme le disait Cécile, c'est aussi le fait de prévenir l'épuisement, hein, qui est malheureusement très très fréquent pour les aidants. L'épuisement, c'est très insidieux, ça grignote. Je leur dis souvent, voilà, ça vous grignote progressivement, vous ne vous en rendez pas compte. Et le fait de mettre vraiment le doigt dessus et d'expliquer de manière approfondie ce qu'est l'épuisement, c'est quelque chose qui est assez facilitant par la suite pour eux. Euh, et voilà, je pense qu'après, voilà, cette dynamique de groupe, ça leur permet aussi de déculpabiliser, de se dire, ben voilà, j'ai peut-être eu parfois certains ressentis, certains comportements très culpabilisants pour les aidants et de voir que d'autres personnes ont vécu la même chose, ça fait aussi du bien. Ils ne se sentent plus seuls et isolés dans leur quotidien difficile. Très bien. Alors, il y a d'autres actions, hein. Il y a de très nombreuses actions qui ont été développées par France Alzheimer, donc sans les citer toutes, mais peut-être Anne-Laurie ou Cécile, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous en citer une ou deux, hein, qui apportent là aussi un soutien psychologique et de l'aide aux proches aidants? Oui, alors je vais vous parler des groupes de parole. C'est souvent à la suite de ces formations des aidants, donc de ces 14 heures de formation, nous proposons aux aidants de se retrouver avec la psychologue qui anime ces groupes de parole 2 heures par mois, donc toujours dans le même lieu, le même horaire, pour donner un certain rythme aux aidants et le fait de se retrouver à nouveau tous les mois sans problématique au préalable. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs soucis du moment, leurs questionnements. Et donc, pendant 2 heures, on peut évoluer ensemble et discuter de ce qu'ils vivent. Euh, donc, c'est une action qui est possible grâce à l'adhésion à l'association. Et puis, par la suite, voilà, on essaie d'évoluer ensemble, de savoir où on en tous les mois pendant ces 2 heures. Oui, après, on a des actions qui me semblent importantes aussi dans le cadre de ce qu'on appelait de l'isolement, pardon, de l'épuisement, mais aussi de l'isolement des personnes malades et de leurs aidants, notamment les sorties agriculture et les cafés mémoire qui permettent vraiment d'inclure les personnes dans la société, de continuer à avoir vraiment une relation avec la société, puisque c'est des maladies qui sont isolantes de par le fait que culturellement, par rapport aux tabous qui sont pas encore totalement partis, cette maladie est un peu mise de côté. On met un petit peu ces gens-là de côté. Et puis, au fait, le fait qu'aussi eux-mêmes s'isolent pour se protéger d'une certaine façon, éviter d'être confrontés à leurs propres difficultés. Donc, ces actions sont importantes pour ça. Donc, le café mémoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ce côté un peu thérapeutique où on va apporter ces difficultés et où on va pouvoir continuer, comme dans le groupe de parole, continuer à grossir un petit peu ce trousseau de clés. Que j'aime bien positionner et puis toujours être dans l'échange, créer du lien avec les autres. L'action agriculture me semble essentielle parce que ça permet
de relancer la communication entre l'aidant et l'aidé. Par exemple, on a des personnes qui, entre elles, de par le quotidien, la routine, avaient eu des difficultés. Ben, on voit des personnes qui se remettent à communiquer différemment, à trouver un intérêt à communiquer sur un tableau, sur un ressenti, une émotion. Par exemple, là, le 11 octobre, on va, avec une trentaine de personnes, malades et aidants confondus, visiter les carrières de lumière au bout de Provence. Ben, voilà, c'est toute l'émotion qui va pouvoir être ressortie, être positionnée par les aidants, par les personnes malades, qui est intéressante aussi euh, pour pas s'enfermer. D'accord. Si Très je bien. peux spécifier un petit peu juste pour les cafés mémoire, effectivement, c'est quelque chose qui permet aux personnes malades, aux aidants et aux duos, à la diade aidant-aidé, de rester dans la société. En fait, c'est vraiment une action que l'on a mis en place dans le Gard, qui fonctionne de plus en plus. Donc, on a de plus en plus de lieux de café mémoire. En fait, le principe, c'est que nous nous retrouvons tous les mois dans un café, donc dans un lieu public ouvert. Nous nous retrouvons dans le sens où il y a les personnes malades, il y a leurs aidants, mais c'est aussi un groupe totalement ouvert. C'est-à-dire que toute personne qui a envie d'y participer peut tout à fait venir, même s'ils n'ont pas de lien avec ces pathologies neuroévolutives. Parce que le but, c'est vraiment de maintenir le lien, la relation. Donc, ça nous arrive des fois, pendant tout un café mémoire, de ne pas parler de la maladie parce que ce n'est pas le moment, pas le... Ils ont envie de parler d'autre chose. Mais vraiment, le but, c'est de les sortir effectivement, comme le dit Cécile, du quotidien qui est compliqué, d'avoir un regard autre sur l'autre, justement, dans ces cafés. Et puis le principe, c'est que la psychologue reste 2h30 sur place. Les personnes viennent quand elles veulent et repartent quand elles veulent. Ça, c'est très important en termes de flexibilité, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de contraintes, souvent horaires. Et puis, il y a une bénévole qui est là aussi pour faire du lien et pour créer cette dynamique de groupe. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. On voit même que les personnes, après, s'échangent les numéros, se voient en dehors, parce que ça a créé un lien très positif et que l'on veut maintenir au maximum. Très bien. Alors, notre webinaire est dédié au parcours des aidants et j'imagine que la difficulté, c'est aussi de maintenir ce soutien dans la durée. Donc, là aussi, quelles sont un petit peu vos pistes et vos propositions parce que après, peut-être notamment à la formation des aidants, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont proposées? Oui, donc comme je disais, après la formation des aidants à distance, hein, on peut mettre en place une réunion de suivi qui est de 2 heures généralement, où là on va pouvoir reprendre certains points sur lesquels on a besoin, mais aussi pouvoir faire le point sur, comme je disais, l'évolution de la maladie qui nécessite d'entreapercevoir d'autres éléments, comme l'entrée en institution par exemple. Mais c'est aussi le moment de retrouver le groupe et de pouvoir continuer à échanger. Après, souvent, nous, dans le Gard, en tout cas, on continue à voir les personnes, on les suit, que ce soit du début de la maladie ou même avant, ou des présomptions, pardon, de la maladie jusqu'à l'après-endeuillement. On a des personnes qui continuent à venir nous voir. On a une personne qui a perdu son épouse l'année dernière, ben, qui a demandé à revenir sur des groupes de parole parce qu'il avait besoin d'être là. Il revient sur des actions de convivialité, sur des actions d'agriculture parce que ce lien est nécessaire encore pour lui à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une continuité et on est de là du début jusqu'à la fin, mais même après, au besoin. J'ai Mais j'ai l'habitude de leur dire, quand on commence une action, de leur dire, bah voilà, on ne vous lâchera plus. Ça les fait beaucoup rire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'après, on a tellement de partage, alors, plus ou moins facile, hein, quand on fait même des entretiens individuels à domicile, on crée un lien particulier avec les personnes qui nous reçoivent chez elles. Et du coup, c'est vraiment un partage, une relation qui perdure effectivement même après le décès de la personne malade. merci, merci beaucoup pour cette présentation et bravo. Magali Nègre, je me tourne vers vous. Est-ce que déjà vous pourriez vous présenter peut-être, et je pense qu'aujourd'hui vous vivez aux Pays-Bas, hein, donc merci, merci beaucoup d'être avec nous depuis les Pays-Bas. Oui, Donc c'est exact. rapidement, qui êtes-vous?
Alors, donc, je suis la maman d'une petite fille autiste et je suis rentrée chez Repère et Danse en ayant commencé d'abord par faire les formations moi-même pour me former moi en tant que parent et en tant qu'aidant. Voilà. Et depuis, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait quasiment toutes les formations en tant que participante. Et puis, ils m'ont proposé de co-animer les formations repères aidantes en tant que euh, père formateur, c'est-à-dire en tant que aidant familial hein, pour pouvoir accompagner les autres aidants. Voilà. D'accord. Et comment donc on devient performateur et qu'est-ce que cela implique aussi hein, dans la durée? Alors, comment on devient? Ben, déjà en l'étant, premièrement, c'est le premier prérequis important. Et puis après, en ayant envie de partager son ressenti, de partager son histoire, de partager ben, tout ce qui peut nous arriver. Et l'APF propose une formation pour être formateur, donc formateur dans Repère et Danse. Donc, nous avons 2 jours en tant que accompagnés par des professionnels pour commencer à co-animer ces formations, puisque ces formations sont co-animées avec un professionnel et un père formateur comme nous. Et la troisième journée de formation, nous rencontrons donc ces pro-formateurs avec qui on peut échanger sur comment co-animer en binôme. Voilà. Il n'y a pas d'obligation après d'en faire plusieurs par an. Le tout, c'est de faire un vivier. Et ces formations sont données soit en visio, pour des visios nationales, soit sinon directement dans les locaux d'APF au niveau des régions. Alors, vous avez entendu hein, ce qu'ont dit Cécile et Laurie sur, sur l'importance aussi du binôme. Donc, j'imagine que vous les rejoignez. Tout Anne-Laurie, à pardon. fait. Oui, 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 tout à fait, je les rejoins et c'est très très bien justement, comme Anne-Laurie et Cécile disaient, c'est d'avoir ces deux visions. C'est-à-dire qu'on a la vision du professionnel d'un côté qui apporte un savoir et puis on a la vision du père formateur qui apporte souvent une connaissance du terrain pratico-pratique. Donc souvent, on se rejoint avec les formateurs parce que eux apportent des notions vraiment euh, théoriques, au-delà de la théorie, bien entendu. Et puis nous, on amène avec des petites actions qu'on a pu mener, des petites informations pratiques. Voilà, ce que j'appelle les petits tips du parent enfin, ou de l'accompagnant en fait, parce qu'on le vit au quotidien et on peut donner bah, des petites choses qui peuvent faciliter la vie, parce qu'on sait, on est passé par là et on y est toujours souvent. Et justement, hein, comment est-ce que vous définissez votre rôle et cette complémentarité avec le professionnel? Est-ce que vous aidez peut-être hein, à libérer la parole? Je ne sais pas si c'est le bon Oui, terme. oui, tout à fait. Ça permet en fait aux personnes qui participent à ces formations, ces sensibilisations, bah, de savoir qu'elles ne sont pas seules et de savoir qu'elles peuvent prendre la parole parce que moi, je suis là d'abord pour justement les aider. Je raconte souvent mon histoire, je raconte des anecdotes. Après, j'aime beaucoup faire passer ça avec l'humour. Je leur raconte mes petites galères ou les choses qui se sont bien passées et ça leur permet de se dire, OK, elle peut le raconter. Bon, bah, du coup, moi aussi, j'ai le droit de raconter, j'ai le droit de poser mes questions. On va pas me regarder, on va pas me juger. Je vais pouvoir dire des mots qui peuvent être maladroits parce qu'on n'a pas toujours les bons mots à l'instant T. Et ça, c'est important aussi de dire que ben, la personne qui est là en tant aide familiale, en tant qu'aidant, eh ben, elle a le droit de se tromper, de pas dire les bons mots, de pas savoir comment amener la chose, de l'amener des fois très brutalement parce que ben, c'est difficile d'enrober quelque chose qui peut être compliqué au quotidien. Et ça, le fait de pouvoir libérer la parole et de se dire, OK, aujourd'hui, effectivement, il y aura des gens qui seront comme moi, qui vont parler, qui vont bafouiller, qui vont peut-être pas savoir comment amener, ben, c'est très important parce que ça permet aux autres de pouvoir justement se dire, OK, c'est bon, je peux y aller, je peux parler, je sais que je serai écoutée, je ne serai pas jugée. Très bien. Et est-ce que hein, vous pouvez nous parler des formations qui ont été mises en place, qui sont destinées donc aux proches aidants et Oui, quels sont alors, aussi leurs besoins? oui. Alors, la grosse différence qu'il y a par rapport à ce que vous faites, c'est que nous, ce sont beaucoup de petites formations qui durent à peu près 2 journées
et qui, c'est 2 demi-journées, hein, donc ça fait une journée de formation en tout, qui sont réparties sur 2 demi-journées, parfois un petit peu plus. Ça permet aux aidants de pouvoir se libérer. Il faut savoir que l'APF peut aider financièrement les aidants quand elles ont besoin de trouver quelqu'un pour prendre le relais, pour pouvoir prendre du temps pour eux et se former ou faire ces sensibilisations. Après, ces sensibilisations, elles sont donc ouvertes à tous, sans prérequis. On peut les faire dans l'ordre que l'on veut. On peut les refaire plusieurs fois si on en a besoin, parce que parfois on fait une formation à un instant T, et puis quelques temps après, on a besoin de reprendre d'autres informations parce qu'on n'y avait pas pensé. Donc c'est complètement ouvert, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'être adhérent à l'APF pour pouvoir y participer. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et en plus, ces formations sont suffisamment courtes et sont vraiment sur un thème à chaque fois. Donc, vous avez plusieurs thèmes, que ce soit l'annonce, que ce soit l'accompagnement, que ce soit notamment le burn-out, hein, puisque vous en parliez également avant. Il y a beaucoup de thèmes. Ils essayent d'en rajouter régulièrement. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un aidant familial? Quelles sont les aides? Comment s'y retrouver dans tous les papiers administratifs? Qu'est-ce que je peux demander? Donc, on a des formations pratico-pratiques, justement avec toutes les aides que peut avoir l'aidant pour lui, pas pour la personne qui l'accompagne, mais véritablement pour lui en tant que personne et qu'aidant familial. Ça peut être l'annonce, comment est-ce qu'on l'a ressenti, comment le faire, comment l'annoncer après à ses proches encore autour. Ça peut être les répercussions familiales professionnelles, parce qu'en tant qu'aidant, on se retrouve parfois à devoir discuter avec son entreprise, ou comment retourner sur le marché du travail, comment valoriser ses expériences. Donc, on se rend compte qu'on a quand même un grand éventail pour les formations, mais ce sont des formations qui sont toujours spécifiques à un thème. Voilà. Contrairement à chez vous, vous avez une formation qui est beaucoup plus longue, qui englobe beaucoup plus. L'APF a choisi de faire des petites formations beaucoup plus ciblées. Voilà. Donc c'est bien, ça, l'un peut aller avec l'autre. Absolument. Et donc, par rapport aux attentes, même si vous les avez un petit peu exprimées, donc elles sont aussi très, très diverses, hein, entre le besoin d'information administrative, le soutien psychologique. Tout à fait. On trouve pas mal de thèmes sur ces sensibilisations, formations. Se rajoutent en plus des webinaires qui sont beaucoup plus courts, de 2 heures, pour échanger aussi sur un thème, toujours très précis. Voilà. Et je ne sais pas quoi vous raconter de plus, à part qu'il faut y aller et les faire, parce que c'est très sympa. On rencontre toujours beaucoup de monde. Et le fait de pouvoir échanger sur ses propres, même s'il y a un thème, mais le fait de pouvoir échanger librement sur ce thème, ça permet aussi de pouvoir apprendre encore plus de choses de la part de tous les participants. Et puis, comme disaient Anne-Laurie et Cécile, souvent les gens gardent contact, hein, et il se crée un vrai lien. Donc ça aussi, c'est sympa parce que ça permet de rencontrer des gens qui partagent les mêmes choses. Même si chez APF, donc il n'y a pas une pathologie qui est ciblée, contrairement à chez vous, mais peu importe. Même si nous n'avons pas les mêmes personnes que nous allons aider au quotidien, on se retrouve sur des thématiques. Et ça, c'est très sympa aussi justement de pouvoir échanger sur ces thématiques-là au travers de différents spectres du handicap, quel qu'il soit. Alors, Magali, vous avez suivi à un titre personnel une formation pour opérer le burn-out de l'aidant. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Quels sont les signes pour reconnaître ce burn-out et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Alors, je rejoins, c'est difficile de passer après ces 2 dames qui ont beaucoup parlé et qui ont beaucoup échangé là-dessus. Donc, je les rejoins tout à fait, ne pas rester seule. Vraiment, ça, c'est le maître mot. On commence à avoir une fatigue qui se met, une fatigue qui est vraiment, euh, qui devient même psychologique. Voilà, qui devient vraiment une fatigue physique, une fatigue mentale, un ras-le-bol aussi. Vraiment, le fait de ne plus pouvoir, excusez mes mots, hein, mais de ne plus pouvoir voir en peinture la personne que l'on accompagne. Parce qu'on est arrivé à un point où on est épuisé et tout nous arrive de plein fouet. On n'arrive plus à prendre le recul et à dire, OK, c'est pas grave, elle réagit comme ça parce que on n'a plus d'explication à donner. On prend tout
Vraiment, tout de suite, tout nous arrive dessus et puis ça arrive au point où ben, c'est fini. On ne peut plus rien faire parce qu'on ne peut plus rien faire physiquement, on ne peut plus rien faire mentalement, on ne peut plus réfléchir correctement, on ne peut plus être à même d'avoir une réflexion et d'intellectualiser ce qui se passe. On est vraiment dans l'émotion pure et dure. Et puis souvent, ben, ce n'est pas la bonne émotion qui prend le dessus, malheureusement. Voilà. Donc, ne pas rester seul, hein. Demander de l'aide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, il y a toutes sortes d'associations. Il y a vous, il y a l'APF qui aide aussi. Après, il y a d'autres associations plus spécifiques à certains handicaps de personnes qui accompagnent. Mais le maître mot, c'est ça, c'est demander de l'aide. Ça arrive, c'est pas grave, hein, mais le tout, c'est vraiment de le prendre en considération et de ne pas se dire ça va passer, parce que ça passe pas. Malheureusement, ça ne fait que s'empirer. En fait, le burn-out, c'est quand il y a un déséquilibre entre euh, les ressources que l'on a d'un côté et les charges que l'on a de l'autre. Et quand on a beaucoup plus de charges et de moins en moins de ressources, eh ben, la balance, elle devient complètement déséquilibrée. Et puis, c'est là où le burn-out commence à arriver. Que le burn-out soit professionnel, parental, qui touche des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou pas, c'est toujours ce système de balance. Ça ne change pas. Et on se rend bien compte que les familles qui ont des personnes en situation de handicap en charge, eh bien, les ressources, elles descendent très, très vite, souvent, au fur et à mesure. Donc, c'est important de ne pas rester seul pour pouvoir trouver d'autres ressources. Parfois, les ressources, on les a parce qu'on rééquilibre la balance en choisissant ses batailles, comme je dis. C'est pas grave. Je parle pour vous, ma fille, tant pis si elle est habillée comme un clown à l'école. C'est pas grave, elle est habillée. J'ai appris à relâcher parce que je peux pas tout faire. Et puis, ben, tant Mm. pis si ça pique un peu les yeux parce elle fait, elle mélange toutes les couleurs. C'est pas grave. Elle est habillée, on est à l'heure à l'école. Voilà. Donc, parfois, rééquilibrer, ça peut aussi juste eh ben, changer son point de vue. Dire, ben, ça, c'est pas grave. Finalement, je me mets la pression pour rien parce que, ben, tant pis. On fera ça demain ou après-demain. Et puis, il n'y a pas mort d'homme. Vaut mieux qu'elle ait les dents propres et qu'elle soit lavée. Et puis, tant pis si elle est habillée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas très grave. Merci. Alors peut-être une question aussi un peu plus personnelle, mais Oui, qu'est-ce que ça vous apporte d'être père aidant? C'est aussi une richesse pour vous et oui, d'assurer hein, ces formations. oui. Alors déjà, ça permet de rencontrer d'autres personnes et ça, c'est toujours bien parce que ça permet de voir ce qui se fait ailleurs. Je suis toujours très curieuse de voir ce qui fait ailleurs, d'échanger parce qu'on est tous excellents dans quelque chose. Il y a tous des choses que l'on fait mieux que les autres. Et le fait de pouvoir échanger avec toutes ces personnes-là, ben, on se dit, tiens, elle fait ça, c'est super, ben, je vais le récupérer. Ou waouh, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Ou de trouver des gens ben, qui sont là, qui échangent, qui racontent leur situation. Ben, parfois, on éteint et puis on se dit, waouh, ah ben, je me suis plainte aujourd'hui, mais finalement, en fait, bah, ça va, c'est bien. Ou au contraire, je me dis, bah, aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un à reprendre le sourire, parce que ça aussi, c'est sympa, c'est pouvoir échanger, pouvoir communiquer, euh, parce que finalement, on est tous dans le même bateau. Au final, on est tous là en tant qu'aidants, on doit se débrouiller avec nos petits moyens, à trouver des solutions. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, trouver une solution, c'est difficile. Mais d'échanger sur nos situations avec quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas la tête dans le guidon pour ça, va nous dire, bah, pourquoi tu fais pas comme ça? Ah ben oui, c'est tellement simple, pourquoi j'y ai pas pensé? Donc même si maintenant je suis de l'autre côté et puis bah, j'aide des personnes, malgré tout j'apprends toujours beaucoup et ces échanges sont toujours très riches. Et non, moi, j'arrêterai pour rien au monde. C'est trop sympa. Merci vraiment pour votre enthousiasme. Peut-être hein, une dernière question sur le distanciel. Est-ce que ce Oui. n'est pas bloquant? Et peut-être hein, peut-être en introduction de votre réponse, quelques éléments sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vivre aux Pays-Bas, parce que je pense que ça peut là aussi nous apprendre des choses. D'accord. Alors, le distanciel, beaucoup de personnes disent que oui, ça peut bloquer. Et en même temps, eh ben, c'est très sympa de pouvoir être en distanciel parce que déjà, ça permet de se libérer beaucoup plus facilement. Donc, on peut faire une formation qu'on ne pourrait peut-être pas faire en présentiel. Et puis, en même temps, le fait d'avoir cette distance avec l'ordinateur, ça peut aussi permettre de libérer plus facilement. Parce qu'on peut plus facilement dire quelque chose à des gens qui ne sont pas à côté.
Parce que quand on fait des formations en présentiel avec des gens que l'on risque de recroiser dans la rue, parfois on n'a pas envie de se lâcher complètement. Parce qu'après, on va la recroiser au supermarché, elle aura peut-être réfléchi à notre situation, même si euh, peut-être qu'elle n'en pensera rien du tout, mais nous, on n'osera peut-être pas dire les choses en disant, oh là là, par exemple, en parlant du burn-out, si je dis que moi, je peux plus voir ma fille en peinture et qu'elle me croise au supermarché, qu'est-ce qu'elle va dire? Quel sera son comportement? Là, finalement, derrière l'écran, la personne, je la reverrai plus. Ou peut-être une autre fois en formation, toujours derrière un écran. Donc, je peux peut-être plus me lâcher et puis dire les choses sans avoir peur de recroiser cette personne une prochaine fois au supermarché ou lors d'une autre réunion où bah, j'aurais peut-être moins envie de me lâcher de nouveau. Donc, ça, je trouve que c'est un énorme avantage de pouvoir finalement avoir un petit côté anonyme et ne pas avoir, parce que finalement, le nom, on peut le marquer, mais il y a des gens qui en visio ne marquent pas leur prénom et leur nom de famille. Et ça permet de dire, ben voilà, elle prend juste un prénom et puis point barre. Et elle peut raconter son histoire sans avoir besoin de déclarer son identité, sans avoir besoin de savoir où elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait. Elle peut juste venir et déposer une partie de son baluchon ou demander des informations sans avoir à tout expliquer. Donc ça, c'est aussi très sympa, la visio pour ça. Et alors après, pourquoi je suis aux Pays-Bas? Je suis aux Pays-Bas parce que ma fille est autiste et que la prise en charge aux Pays-Bas est vraiment, vraiment meilleure. Voilà, j'ai une école spécialisée pour ma fille, un accompagnement parental, j'ai le taxi, j'ai des after-school spécialisés. Dans l'établissement de ma fille, j'ai psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, tout à demeure. Tout est gratuit et pris en charge. Je n'ai rien à payer de ma poche. Quand ma fille a fini l'école, les prises en charge sont finies. Les after-schools sont spécialisés, c'est-à-dire qu'elle a pu bénéficier d'after-schools spécialisés pour l'aider dans le langage, parce qu'elle a aussi une dysphasie. Nous avons pu faire des after-schools spécialisés dans la gestion des émotions, parce que ça existe. Euh, Elle a pu bénéficier d'une prise en charge que je ne pourrais pas lui offrir, même en payant en France, parce que ça n'existe pas. Donc, je ne rentre pas en France. Voilà, je reste aux Pays-Bas, même si c'est pas toujours facile parce qu'on est loin, forcément. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir en rentrant en France, sachant tout ce que j'ai ici et sachant ce qu'il y a en France pour la même chose. Et pour vous faire rire, pour parler de la bureaucratie, le diagnostic que j'ai aux Pays-Bas de ma fille, qui a été posé en 3 semaines par des spécialistes, n'est pas reconnu en France. Parce que oui, l'autisme aux Pays-Bas n'est pas le même autisme qu'en France. Donc, pour pouvoir avoir un diagnostic en France, il faudrait que je refasse tout le parcours du combattant que ces pauvres parents doivent mener. Donc non, je, je reste là où mon diagnostic est posé à vie. Je n'ai pas besoin de refaire voir mon enfant. Là où sa carte autiste est valable à vie parce que on est autiste et on meurt autiste. Voilà, tout ça, j'ai plus besoin de le faire. Nous l'avons fait une fois et c'est fini. Elle est reconnue comme telle et j'ai plus besoin de faire tous ces papiers administratifs. Donc, ma tranquillité d'esprit est immense ici. Merci, merci beaucoup Magali Mais je vous en pour ce prie. témoignage. Jacqueline, je me tourne vers vous. Nous sommes là aussi ravis de vous accueillir. Donc, vous avez suivi la formation organisée par APF Handicap. Vous allez peut-être nous expliquer pour quelles raisons, là aussi, qui êtes-vous en quelques mots et qu'est-ce qu'il est important de retenir de cette formation? Avec le micro. On vous entend pas, Jacqueline, mais ça va venir. Voilà. Ça y est, ça y est. Il y avait deux boutons. Voilà, c'est pour ça. Oui, donc j'ai fait effectivement la même formation que Magali. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Parler un Parler un peu plus fort pour plus rapprocher le fort, micro. me Voilà. rapprocher un peu plus du micro. Voilà, je manque de pratique. Donc, oui, Magali, j'ai fait la même formation en sachant que d'abord, je me présente et je suis nettement plus âgée et donc j'ai une fille en situation IMC, infirme moteur cérébral 2
depuis sa naissance. Et donc, elle a maintenant 48 ans. Et si j'ai fait cette formation-là, c'était dans le but premier d'aider les nouveaux parents, les jeunes parents. Parce que quand moi, ça m'est arrivé, il y a donc très longtemps, 48 ans, euh, j'avais 25 ans et je me sentais totalement invincible. C'était mon premier bébé. L'accouchement s'est très mal passé et hémorragie cérébrale, etc. Donc, Marie, ma fille, donc, était tout de suite en hydrocéphalie, hémiplégie, enfin des mots pour moi totalement inconnus à ce moment-là. Et je me suis retrouvée vraiment toute seule face à cette misère qui vous tombe sur la tête. Et je me suis sentie toute seule et je me suis dit qu'avec le temps, avec l'ancienneté dans le métier de parent, euh, d'aidant, peut-être je pouvais aider un petit peu les nouveaux parents qui arrivent, qui ressentent bien sûr une colère, une grande colère contre cette injustice-là, et comment faire pour les aider. Alors déjà, l'APF proposait Marie et ma fille a toujours été, on a toujours été à l'APF presque au début. Et donc voilà. Alors, comment j'ai réagi au tout début? Moi, c'était un refus total, enfin un refus. Je me surestimais, certainement, j'ai surestimé mes capacités en me disant que j'allais gérer ça toute seule et que j'étais assez forte et que c'était juste un moment, que c'était dur maintenant, mais qu'après ça allait passer. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçue non seulement que j'étais pas une superwoman, mais en plus que le fameux handicap de Marie ne partirait pas. Alors j'ai cherché toutes les solutions imaginables pour que voilà, que ça s'atténue, mais non, il faut à un moment accepter et se dire, bon, ben, ça ne partira pas. Donc, c'est là que j'ai accepté d'avoir de l'aide, d'aller voir une association, entre autres l'APF. Et c'est là que je me suis donc, j'ai vraiment accepté d'être aidée et que tous les professionnels aussi pouvaient m'apporter quelque chose. Contrairement au départ où voilà, je voulais tenir toutes les casquettes à moi toute seule. Et comme disait Magali, c'est la meilleure façon de s'épuiser. Et voilà, après, en acceptant les capacités, en partageant les trois, j'aime bien l'expression les trois P, la personne en situation de handicap, les parents et les professionnels. Et si les trois P travaillent ensemble, on va plus loin et c'est plus facile pour tout le monde. Donc j'ai fait cette formation surtout pour être en contact avec des personnes qui vivaient voilà, en tant qu'aidants et aussi que les professionnels soient là pour nous apporter des aides, voilà, tant au point de vue psychologique qu'au point de vue vraiment technique pour les fauteuils roulants, pour des choses comme ça qu'on ne gère pas tout le temps. Et voilà, non. En plus, c'est un moment très convivial, très sympathique, c'est très détendu, pas du tout crispé. Et donc, non, c'est plaisant. Alors, ça avait l'inconvénient, dans mon cas, de se passer à Avignon. Avignon, c'est quand même un petit peu loin de chez moi, mais tout était pris en charge au niveau des déplacements et au niveau même des hébergements, puisque c'était sur 2 jours, sur une fin de semaine. Et donc, voilà. Donc, c'est pour aider ensuite les différentes personnes, dont les jeunes parents, pas obligatoirement que les jeunes d'ailleurs, mais tous les aidants. Et j'ai eu besoin de cette aide aussi à titre personnel en dehors de ma fille, pour accompagner en fin de vie mes parents
qui sont partis, ma maman, l'année dernière, en fin d'année. Et j'ai trouvé aussi que tout le côté psychologique dont j'avais eu un peu de l'aide, reçu de l'aide dans le cadre APF, là, il pouvait s'appliquer aussi dans l'accompagnement en fin de vie de mes parents, entre autres. Ouais. Donc, c'était vraiment une bonne école et on peut toujours utiliser ce qu'on apprend dans ce cadre-là pour aider ensuite, même pas obligatoirement en réunion, en conférence, ou même au quotidien. Même au quotidien, on rencontre des gens et même si on s'y attend pas, mais quelquefois on peut aider des personnes. Voilà, au quotidien. Et peut-être une question un peu personnelle là aussi, mais quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous vous êtes occupé seul de votre fille, parce que vous avez eu ensuite un deuxième enfant, hein, c'est bien cela. Donc il y avait un équilibre à trouver. Oui, tout à fait. Et avec le recul, j'ai vraiment réalisé que j'étais passée à côté de... Ben, disons qu'on est tellement embarqué par le problème, en tout cas ce qui me concerne de Marie, et qu'on veut tellement essayer que tout se passe vraiment très bien. Le deuxième enfant, mon fils, qui est né 2 ans après Marie, a accompagné, nous a accompagnés tout le temps, ma fille et moi, dans toutes les différentes voilà, séances de kiné, cures de ci, soins de ça. Et il venait et apparemment, c'était, voilà, il ne s'opposait pas à ça. Et il aimait beaucoup sa sœur, il aime toujours beaucoup sa sœur d'ailleurs. Mais je veux dire qu'après, avec le recul, j'ai trouvé quelques livres qui parlaient de la fratrie dans ces situations-là. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que j'en ai parlé avec lui, hein, qui a 46 ans, donc on m'en a parlé et je pense que tout petit, il a certainement, oui, eu une difficulté certainement à accepter déjà ce handicap-là chez sa sœur. Et après, ça l'a peut-être un peu isolé par rapport aux copains qui venaient à la maison et qui disaient toujours, mais qu'est-ce qu'elle a ta sœur et pourquoi elle marche comme ça et qu'est-ce que c'est ces espèces d'équipements qu'elle a après les jambes et tout ça. Et lui, à chaque fois, devait expliquer ça et ça, je crois que ça l'a mis souvent mal à l'aise et voilà. Alors, avec le recul, je pourrais conseiller aux parents ayant plusieurs enfants dans une famille où un enfant est en situation de handicap, quel que soit le handicap d'ailleurs, de penser aux autres enfants et à la peine et aux émotions que ça peut développer chez eux et auxquelles on ne pense peut-être pas assez. Mais bon, oui, je crois. Mais définitivement, ça n'a pas laissé non plus de traces catastrophiques. Je pense qu'il est peut-être... il a un regard, en tout cas, face au handicap, certain, nettement plus entraîné obligatoirement que la plupart des personnes non concernées, on va dire, et une ouverture d'esprit et une force. Certainement une force et il a appris, on apprend, on apprend. Moi, oui, je crois que c'est quand on reçoit comment on pourrait appeler cette situation sur la tête. Moi, j'avais 25 ans, donc on n'est pas très, très costaud pour recevoir ça. Mais définitivement, avec les années, on, c'est une très, très grande école. Moi, j'ai beaucoup appris. Je pense que mon fils aussi et toutes les personnes de notre famille et tous les gens qui nous aident et qui vivent cette situation-là, ce genre de situation, apprennent beaucoup. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. On apprend beaucoup, comme disait Magali, à relativiser. On apprend beaucoup à s'ouvrir, à accepter les différences. On a un autre regard. Il faut s'adapter à la personne avec laquelle on vit. Et donc, si on doit aller doucement, on va aller doucement. Et puis, on s'adapte et on apprend. On apprend beaucoup. Voilà. Donc, oui.
Et peut-être une dernière question, même si vous avez déjà apporté des éléments de réponse, mais en quoi votre engagement associatif est important, peut-être pour vous et aussi pour les autres? Alors, au niveau APF, puisque moi, c'est l'association dans laquelle je me suis engagée, ou dans laquelle je m'engage encore, j'ai eu la chance, par exemple, il y a un groupe de parents qui existe et dans lequel j'ai pu travailler pendant plusieurs années. Là, il fallait aller carrément à Paris, mais on a travaillé, par exemple, sur ce qu'on appelle l'après-nous. Et l'après-nous, il y avait une psychologue qui faisait partie de ces ateliers-là. Et c'était un travail énorme, 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 tant au niveau affectif, c'était l'après-nous au niveau affectif, mais aussi l'après-nous au niveau matériel et tout ce qu'on peut laisser à nos enfants quand on s'en va. Et c'était difficile, ouais. C'était un travail très difficile, mais très formateur, parce que ça fait des années que ce travail a été fait. D'ailleurs, il y a un petit livret qui reste de ces travaux-là. Et chaque fois que le groupe partait un peu trop dans les émotions ou déviait un peu du sujet pour lequel on travaillait, la psychologue qui était dans le groupe, là, qui était vraiment super, super, Karine Maracan d'ailleurs, Karine, elle nous ramenait. C'était vraiment un travail très, très intéressant. Elle nous ramenait en douceur, mais elle nous ramenait vers le thème sur lequel on travaillait. Et ça permet après de prendre des décisions pour que cet après-nous, des décisions à titre personnel, pour que cet après-nous se passe le mieux possible. C'est très apaisant et très en vieillissant, ce qui est mon cas, de pouvoir s'inquiéter un peu moins de l'après-nous si on le prépare. Et si on le prépare, donc ça, c'est un travail qui a été proposé, qui est toujours utilisable sur le site de l'APF, par exemple, et aussi quelque chose qui est, à mon humble avis, qui peut être très intéressant, ce sont les journées nationales des parents qui se font tous les 2 ans. Et là, elles vont avoir lieu le premier week-end de décembre. Et elles ont lieu cette année, ça change tous les 2 ans de lieu. Et cette année, elles ont lieu à Sète, dans l'Hérault, pas très, très loin du Gard. Et il y a un thème à chaque fois avec des intervenants et des conférences et des ateliers de travail où les parents se réunissent pour débattre. Et cette année, le thème, c'est sur les capacités de nos enfants, comment les mettre en valeur, comment les aider à, à s'épanouir pleinement avec les capacités qu'ils ont, quelles qu'elles soient, si petites elles soient. Et voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Et j'ai appris encore autre chose, à déléguer. Par exemple, quand je ne voulais pas trop d'aide de l'extérieur, j'étais aussi la curatrice de Marie. Et à un moment, j'ai réalisé que ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, beaucoup de poids et ça créait entre ma fille et moi des tensions totalement inutiles, de vouloir avoir plusieurs casquettes face à elle. Donc, à un moment, grâce toujours à des aides extérieures, j'ai accepté, et Marie aussi, euh, puisque ma fille peut s'exprimer verbalement, donc on en a parlé. Et Marie aussi, donc on a trouvé une curatrice professionnelle qui intervient auprès de Marie et d'autres personnes que Marie connaît. Et ça a simplifié énormément notre vie à toutes les deux, je pense. Et comme quoi, l'APF et autres rencontres peuvent nous simplifier la vie à nous, les aidants. Voilà. Et il y a d'autres exemples encore. Merci, merci beaucoup, Jacqueline, pour ce très beau témoignage. Cécile et Anne-Laurie, hein, je me retourne vers vous. C'est vrai qu'il y a des situations différentes, mais j'imagine beaucoup de points communs hein,
entre le vécu des aidants? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont marqué dans les témoignages de Magali ou de Jacqueline, hein, que ce soit ne pas oublier les autres membres de la famille, apprendre à peut-être à déléguer aux professionnels, comme le disait Jacqueline, Anne-Laurie? Oui, bien sûr que c'est très, très touchant comme témoignage. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est toujours très intéressant d'avoir d'autres perceptions sur d'autres actions, d'autres associations. Je pense qu'effectivement, on se reconnaît aussi totalement dans vos témoignages. Le fait de ne pas laisser un membre de la famille, ou en tout cas de l'inclure dans l'accompagnement, c'est ce que l'on met en place sur certaines actions au niveau de l'association. On fait ce que l'on appelle des entretiens systémiques. C'est-à-dire qu'on va voir la personne malade, on va voir son aidant principal, mais on va voir aussi l'ensemble de la famille, notamment pour les personnes qui souffrent de cette maladie et qui sont relativement jeunes, qui sont diagnostiquées avant l'âge de 65 ans. Donc on fait vraiment, on avait vraiment pris conscience de cette importance vraiment de cette systémie, vraiment un accompagnement de l'ensemble de la famille. Ça peut être les enfants, ça peut être aussi les parents. Voilà, on fait en sorte d'inclure au maximum l'ensemble de la famille si possible. Cécile, vous voulez ajouter Oui, quelques éléments? merci beaucoup pour vos témoignages. Et effectivement, hein, on se rejoint dans ce que l'on peut recevoir de toute façon dans ces formations, parce que nous aussi, hein, c'est pareil, on s'enrichit, on grandit aussi avec les accompagnements que l'on peut faire par rapport aux formations aussi. Je voulais, oui, rebondir sur le fait que ces formations, nous, on encourage toutes les personnes gravitant autour d'une personne malade à les faire, que ce soit le voisin, qui a une implication un peu plus importante que le simple voisinage où on se croise à peine et on dit à peine bonjour, mais un voisin qui est là, des amis, des frères, des sœurs. Nous, on part du principe que plus on est formé autour de la personne malade, mieux c'est. Donc, voilà, il faut vraiment laisser personne, et je pense que c'est vraiment important ce que vous avez dit à ce niveau-là, puisque il n'y a pas qu'une seule personne qu'il faut aider, c'est tout un environnement, et c'est ce que nous on appelle toute la systémie, le soutien de tous ces pairs qui peuvent se retrouver, et c'est les groupes de parole, tout ce que l'on met en place, ben, ça permet aussi de pouvoir, aux pairs, de pouvoir se retrouver, quel que soit le degré de proximité avec la personne malade. Et Magali a évoqué la possibilité de suivre plusieurs fois une même formation. C'est aussi le cas pour vous? Oui. Oui, tout à fait. On a des personnes qui ont fait la formation, qui à la fin de la formation disent: Ah, mais non, bah, on s'arrête pas, c'est pas possible, je commence à peine à comprendre. Je peux revenir la semaine prochaine. Alors, on les met sur une autre formation, bien évidemment. On a d'autres personnes aussi qui viennent en début de maladie, lorsque le diagnostic vient juste d'être posé, parce que ben, il croule. Hein, pareil, c'est un poids qui arrive et qui est complètement difficile à accepter. Et on a des personnes qui reviennent au fur et à mesure que la maladie avance. On peut avoir des personnes qui reviennent 2, 3 fois en fonction de l'évolution de la maladie. Donc oui, non, on limite rien. On limite rien, et le but, c'est d'aider à tout moment, et aider le plus de monde possible, et pour que chacun puisse retrouver un peu de souffle, un peu de soutien, et éviter le burn-out, éviter l'épuisement, et vraiment avoir le sentiment de ne pas être seul, d'avoir toujours quelqu'un vers qui on peut se tourner, parce que c'est aussi ça. On a des gens qui viennent, ben, aujourd'hui ça va pas. J'ai des fois au bureau, j'ai des aidants, ou même des personnes malades qui viennent en me disant: Ça va pas, je ne vais pas bien. Donc, on prend le temps d'être avec eux avant de pouvoir envoyer sur des psychologues ou d'autres actions. On reprend partir sur cette formation-là, ou le café mémoire, ou peu importe ce qu'on va leur proposer. Mais savoir qu'on peut toujours être entendu, je pense que c'est aussi la force de l'accompagnement des personnes malades et des aidants.
Oui, je voulais rebondir d'ailleurs sur le côté associatif. Hein. Vous expliquiez que voilà, c'est quand même c'est un processus particulier, l'association. Faire partie d'une association. Alors bon, je suis professionnelle dans l'association, mais en même temps, moi, ce que j'apprécie beaucoup, ça fait 8 ans maintenant que j'y suis et je compte y être encore très longtemps. Ce que j'apprécie beaucoup dans l'association France Alzheimer et notamment France Alzheimer Gare, c'est vraiment l'ouverture, la flexibilité. Vraiment la compréhension de toutes les situations. Et effectivement, on ne refusera jamais à une personne de faire plusieurs fois la formation parce que le but pour nous, c'est de maintenir la relation. Voilà, on ne va pas risquer de rompre un lien que qu'on a créé voilà, grâce à une formation ou autre. Donc, bien sûr qu'on va accepter qu'une personne fasse plusieurs fois la formation. Comme le dit très justement Cécile, c'est que déjà la pathologie a évolué en fonction du moment de la formation. Et puis la personne en elle-même, l'aidant, a cheminé aussi. Des choses elle n'a pas forcément entendues à la première formation parce qu'elle elle ne s'en sentait peut-être pas capable. Ou, ben voilà, le fait de reprendre avec elle une autre formation, il y a parfois un cheminement qui est fait et qui est très positif. Et Anne-Laurie, c'est important aussi de tout dire, hein, que ce soit dans le cadre des formations ou des cafés mémoire. Hein, si je reprends l'exemple de Magali, oui, de réussir à dire je peux plus le voir, j'en ai marre, quoi. Tout à Ça fait. aide. Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors, d'un point de vue là pour le coup de psychologique, hein, vraiment dans ma fonction de psychologue, c'est vraiment le but premier. Ça va être de créer une relation de confiance avec tous les membres de la formation. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui peut prendre du temps. Mais une fois que cette mise en confiance est présente, effectivement, les personnes parviennent à dire les choses. Voilà. Bon, il peut y avoir une seule personne dans la formation qui va oser en premier, puis après on voit que les autres vont se dire, mais en fait, oui, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens là, ben, j'ai le droit, c'est quelque chose que d'autres personnes peuvent partager. Et surtout, on est là pour les déculpabiliser, on reste humain. Et bien sûr, cet épuisement peut être très compliqué à vivre psychologiquement et émotionnellement. Ouais. Très bien. Alors, on arrive presque déjà au terme de notre webinaire. J'ai envie de vous poser une question à toutes les quatre. C'est quel message, hein, vous auriez envie d'adresser aux aidants pour un petit peu en finir avec ce discours, c'est mon fils, ou c'est ma fille, je dois prendre soin de lui ou d'elle, c'est mon parent, donc j'ai l'obligation d'eux et c'est lui d'abord et moi après parce que c'est comme ça et que la formation et tout ce que vous proposez, j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps. C'est la personne que j'aime et qui est malade d'abord. J'imagine que c'est des situations auxquelles toutes les quatre vous êtes confrontés en permanence. Donc quel est un petit peu le message et comment on pourrait mieux se faire entendre sur cette question qui est assez essentielle. Oui, Magali? Oui. Avant de faire mon burn-out, j'étais toujours choquée quand dans l'avion, on dit qu'il faut d'abord mettre à soi le masque et après le mettre à son enfant. Après avoir fait mon burn-out, j'ai compris que si moi, je pouvais plus respirer, ben mon enfant, rien, plus personne pourrait prendre soin de lui comme moi. Donc si moi, je vais pas bien, je peux pas m'occuper de mon enfant, de mon aidant, de qui que ce soit. Donc même si c'est choquant de l'entendre avant qu'on s'en rende compte dans cet avion et qu'on dit c'est d'abord vous, le masque à oxygène, et après à votre enfant, ben en fait oui, c'est vrai. Oui, Merci. ah, pardon. Vas-y, vas-y. Non, mais je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien définir ce qu'est l'accompagnement. Et ce que je dis souvent aux aidants, parfois, accompagner quelqu'un de malade, c'est ne pas faire. C'est laisser faire. C'est prendre du temps pour soi. C'est ça, accompagner. Accompagner sur le long terme, c'est être dans l'action, mais aussi se dire, bah, oui, là, je vais me permettre d'avoir un certain répit, de penser à moi, ça me permettra d'avoir encore plus d'énergie, de force psychologique pour être là pour la personne par la suite. Donc l'accompagnement, ce n'est pas forcément être dans le faire, dans l'action, c'est aussi se dire, voilà, prendre du temps pour soi pour être encore plus en forme par la suite. Cécile? Oui, on dit souvent un aidant qui va bien, c'est un malade qui va bien. Je pense que ça résume vraiment la situation. S'occuper de soi, prendre du recul, déléguer, tout ça, c'est ce qui va faire qu'on va bien. Trouver des personnes ressources, des moments ressources pour éviter l'épuisement, c'est essentiel. Et
lorsque on a des accompagnants qui sont avec des personnes institutionnalisées, on leur dit il vaut mieux prendre moins de temps avec la personne malade, mais de meilleure qualité. La notion de plaisir est primordiale parce que c'est grâce à ces moments de plaisir, grâce à ça, que l'on va pouvoir tenir sur du long terme. Donc, allez bien, prendre du plaisir et ne pas hésiter à demander de l'aide. Oui, c'est sortir du contexte de la maladie pour recréer de nouveaux liens. Si. Très bien. Jacqueline? Oui, et maintenant, c'est exactement ce que vous avez dit, toutes. Et je pourrais, oui, dire la même chose, de surtout pas s'oublier. Surtout pas s'oublier, c'est vraiment essentiel. Et de se dire que le plaisir, ça j'ai eu de la difficulté au début, mais le plaisir même d'être dans des situations où personne ne trouverait du plaisir, arriver à en trouver. J'ai trouvé que c'est difficile ça, mais avec les années, l'avantage de la vieillesse, c'est vraiment bien, c'est qu'on apprend et qu'on arrive à faire des progrès et trouver aujourd'hui du plaisir dans des moments où, voilà, où je n'en aurais pas trouvé il y a peut-être une dizaine d'années. Et ça, c'est quand même bien. C'est quand même un côté de la vieillesse qui est vraiment très, ouais, très plaisant. Et de ne pas s'oublier, ouais, surtout pas s'oublier, surtout pas. Ouais. Et, et relativiser tout, c'est tellement ne pas comparer avec quoi que ce soit. Voilà, et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et surtout pas un amour étouffant. Alors ça, je trouve que c'est le gros, gros, gros danger. En tout cas, il me semble, dans les rencontres avec d'autres parents, c'est une impression de cet enfant-là, il est à moi, il a de la misère, il faut que je le sauve et sans moi, il ne pourra pas, il va pas pouvoir vivre sans moi. Et à mon humble avis, c'est vraiment une grave erreur parce que ça risque d'être énormément étouffant et ça peut être mauvais pour tout le monde, vraiment, vraiment. Et pour l'aidant, pour la maman, souvent la maman toute seule d'ailleurs, et pour la personne concernée, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, ou même une personne âgée, à aimer trop et à vraiment vouloir aimer, là, non, je crois que c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Donc, aimer et s'aimer aussi. Voilà. Tout est dans la mesure, l'équilibre, et voilà, essayer d'avoir du plaisir et de vieillir paisiblement. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. Et vous avez, on va peut-être terminer là-dessus, vous avez dit quelque chose qui, à mon sens, est très important, ne pas comparer. Est-ce que là aussi, c'est un conseil à donner je me Oui. tourne vers vous, peut-être Anne-Laurie ou Cécile ou Magali, c'est-à-dire se comparer à celui qui va s'en sortir un peu mieux que soi, qui va être moins fatigué, qui va peut-être réussir à s'occuper mieux de son proche. Donc là aussi, est-ce que c'est pas le risque, c'est pas l'un des risques de, de culpabilité? Bah, si, parce que c'est toujours difficile. Euh, Ça y est, j'ai perdu le fil de mes pensées. Ok, si. Oui, on parlait de la comparaison avec les autres. Alors, bien sûr qu'on a tendance en tant qu'être humain à regarder chez le voisin. Ça fait partie de notre manière d'être. En fait, moi, ce que je leur explique souvent, c'est que, un peu ce qu'on disait, c'est que pour une même pathologie, les manifestations vont être différentes, l'environnement va être différent, les relations avec notre famille, avec notre entourage vont être aussi différents. Donc, ce qu'on essaie de faire quand on fait ces groupes-là, c'est plutôt que de se dire, bon, bah, pour l'autre, c'est plus simple que pour moi, c'est plus se dire, alors effectivement, peut-être qu'il y a certains processus dans la vie qui sont plus simples pour d'autres personnes, mais peut-être que ces personnes-là sont là pour vous donner des clés, pour vous aider aussi vous. Donc, ce sera plus un partage, une relation, plutôt que ce côté de comparaison. Mm. Cécile ou Magali?
Oui, donc j'ai repris mon fil, donc ça rejoint Anne-Laurie, hein. Chacun a sa propre capacité à pouvoir affronter avec ses propres mécanismes de défense, son propre mécanisme de résilience. On est tous différents. Euh, les maladies sont toutes différentes. Chaque individu, que ce soit l'aidant, l'accompagnant ou la personne malade, on est tous différents et on ne peut pas comparer. On ne peut pas se comparer. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans ces formations, dans ces actions de France Alzheimer, c'est pouvoir se soutenir, pas se comparer, mais se soutenir les uns les autres dans des situations qui sont parfois douloureuses. Merci. Et Pas voir se le comparer, se positif. soutenir, c'est très beau. Et voir le positif, parce que c'est facile de toujours voir le négatif, mais souvent, à l'APF aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. C'est de dire, OK, bon, bah là, effectivement, c'est difficile. Par contre, de ce qui est ressorti pour vous, ça et ça se passe bien. Donc, mettre en avant le côté positif, et souvent, eh ben, on se rend compte que l'autre, il arrive bien pour ce qui est nous difficile, mais parfois c'est l'inverse. Nous, on arrive bien sur quelque chose et puis l'autre, c'est plus compliqué. Donc, je rejoins Anne-Laurie là-dessus. Après, c'est un vrai échange. Puis Cécile l'a dit aussi, c'est là aussi où tu es de la richesse de pouvoir échanger avec les uns avec les autres. C'est que ce qui est compliqué pour nous peut être facile pour d'autres. Ce qui est difficile pour d'autres peut être facile pour nous. Mais c'est difficile de ne pas se comparer. On est honnête quand même. C'est pas simple. Très bien. Ben, écoutez, un grand merci. Vraiment, merci infiniment à toutes les quatre. C'était un moment particulièrement riche et plein d'informations et bravo à vous pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup.